Comme toutes les femmes de cette semaine sur Radio JM, nous mettons à l'honneur des êtres exceptionnels au profil atypique. Avant d'accueillir Anne-Marie Ortiz, j'aimerais pouvoir vous la définir, chers auditeurs et auditrices de Radio JM, avec ces quelques mots. Par son courage et son cœur sage, elle éclaire ceux pris en otage. Des enfants revenant des guerres aux victimes d'un monde amer, loin des jugements et des armes, elle répare par l'écoute et les larmes. Criminologue au grand courage, elle fait fleurir l'espoir en chaque visage. Grâce à votre travail, Anne-Marie, tant de vies reprennent des couleurs et tant de cœurs retrouvent la paix. Que votre exemple continue d'inspirer et de montrer la voie vers une société plus juste, plus humaine. Bonjour Anne-Marie Ortiz. Bonjour et merci. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous d'être avec nous dans les studios de Radio JM. Vous êtes criminologue, un peu comme dans les séries télé. On a envie de comprendre en quoi consiste ce métier un petit peu énigmatique, Anne-Marie. Alors, ce métier très énigmatique est le fruit d'un très long parcours. Tout a commencé il y a assez longtemps. J'ai été d'abord EJE, éducatrice de jeunes enfants. Ce métier m'a plu quelques années. Et puis, heureusement, en 1981, M. Lang a ouvert aux artistes la possibilité d'aller dans des endroits d'enfermement, donc de public empêché. Et je faisais parallèlement beaucoup de théâtre avec mon futur mari et mon mari, qui est Frédéric Ortiz. Et tout de suite, le projet m'a plu. Je suis une aventurière, je pense. Je pense que j'aime m'aventurer, j'aime ouvrir les portes, j'aime connaître des choses que je ne connais pas, j'aime aller à l'aventure. Et donc, j'ai été contactée par l'hôpital de la Timone, l'hôpital psychiatrique de la Timone, où j'ai animé des ateliers en tant que comédienne pour des patients qui étaient atteints de toutes sortes de pathologies. Et avec en lien avec les psychiatres, je faisais des ateliers théâtre. Tout de suite après, j'ai été contactée par l'hôpital Édouard Toulouse. Donc là, c'était un autre public, un public des quartiers nord, un public beaucoup plus pauvre, plus carencé, mais très riche en culture, dans une autre culture que je ne connaissais pas. Et nous avons mélangé nos cultures. J'y suis restée longtemps. Donc, mes journées, c'était l'atelier du matin à la Timone, l'après-midi, Édouard Toulouse, et le soir, spectacle. Spectacle au Théâtre Off, où nous pouvions jouer Huis clos, Bérénice, enfin voilà. Donc, très en contraste. C'était très en contraste. Mais j'avais besoin de tout ça pour me nourrir, parce que j'avais envie de découvrir et de vivre pleinement ce métier de comédien, qui pour moi était une boîte à outils pour aller vers des publics empêchés. Un psychiatre à l'hôpital Édouard Toulouse m'a dit être psychiatre également à la prison des Baumettes. Donc m'a demandé si je voulais faire la même chose à l'hôpital psychiatrique des Baumettes, qui était le SMPR, service médico-psychologique régional, auprès des détenus de longue peine. J'ai fait un essai, ça m'a énormément plu, une nouvelle aventure. Là aussi, public très différent, j'imagine, de tout ce que vous avez vécu différent, rencontres très différentes. Alors, je ne dis pas que ce sont des gens exceptionnels parce qu'ils sont en prison, mais rencontres assez exceptionnelles quand même, avec un autre regard de l'être humain. Et ce qui a été intéressant dans ces années-là où je suis restée là-bas, c'était de chercher l'être humain qui était enfoui, peut-être bien loin, par rapport à un délit assez grave que cette personne aurait pu faire. Donc je suis restée là-bas, bien sûr, longtemps. Je suis allée également à la prison des femmes, qui était tout à côté, et à la prison des mineurs, ce qu'on appelait à l'époque les petites baumettes. Toujours dans ce périple, j'ai été aussi appelée par la PJJ, la Protection judiciaire de la jeunesse, ministère de la Justice, pour être comédienne professionnelle dans un lieu d'enfermement, puisqu'à ce moment-là, on a ouvert l'établissement pénitentiaire pour mineurs à la Valentine, pour des mineurs incarcérés de 13 à 18 ans, moins un jour. Ok, j'y vais. Et là, autre choc, des enfants incarcérés. Alors, certes, pour des délits importants, mais des enfants quand même, parce que quand on a 13 ans, on est en construction. Bien sûr. Et la question était de savoir si se construire en prison était une bonne construction.
Et là, j'ai pu proposer alors des ateliers théâtre. On a fait, bien sûr, on a fait des spectacles pour l'été, mais c'était pas le but principal. Le but, c'était par les ateliers théâtre et expression, d'enlever la colère que ces enfants avaient en eux avant de rencontrer un juge. Parce que quand on rencontre un juge, qu'on n'a pas les mots, qu'on est très pauvre en tout, le premier réflexe qu'on a, c'est d'insulter le juge. Et ça, c'est pas bon. Donc, mon travail était de désamorcer cette colère, de lui faire comprendre le délit, et ensuite de pouvoir affronter la peine. Donc, ça a mis pas mal de temps. J'ai fait des ateliers de remobilisation. Donc, c'était de remobiliser le jeune à sortir de la cellule. Et puis, j'ai pu inviter des gens assez prestigieux, rencontrer les jeunes. Yannick Noah s'est prêté au jeu, Philippe Torreton aussi. Donc, c'était des rencontres immersives et puis des rencontres pour tout le monde, quoi, pour les jeunes, pour ces hommes habitués à d'autres publics que ceux-là. Et en partant de là, je suis allée travailler dans un autre service de la PJJ, qui est un service d'insertion, en passant par les classes d'urgence PJJ, etc. Et là, dans les classes d'insertion, on arrive pratiquement à 2015, au moment des attentats, et des premiers départs et des premiers retours des familles qui se rendaient en zone de guerre irako-syrienne. Et là, avec ma casquette EJE, la PJJ m'a demandé si je pouvais travailler avec les enfants qui étaient de retour, ou les enfants qui avaient été laissés par les parents qui partaient faire le djihad. Donc, j'ai utilisé cette casquette-là. Et ça, c'était au niveau national, du coup. On a fait appel à vous. Alors, en national, il y avait Paris-Marseille. D'accord. Donc, à Paris, c'était purement pénal, et à Marseille, on avait cette casquette éducative. D'accord. Donc vous aviez déjà cette réputation, vous aviez exercé déjà dans tous les domaines, les prisonniers, les femmes, les hommes, etc., les enfants. Et donc on a fait appel à cette compétence que vous aviez, cette expérience supplémentaire. Donc je m'y suis bien sûr intéressée, j'ai rencontré des enfants, j'en ai accompagné de 2015 à 2024. Donc je les ai vus grandir, c'est tout petit, qui sont quand même fichés S, même s'ils ont quelques années, donc forcément. Ils sont fichés S parce que leurs parents sont partis en Syrie faire le djihad. Complètement. Ou parce que même ils sont allés parce qu'ils étaient dans un landau, dans une poussette. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc ça m'a amené jusqu'en 2019, mais ce que je voulais surtout, c'était comprendre le pourquoi. Comprendre ce que c'est que la religion, comprendre pourquoi une religion amène à faire de tels actes. Donc, j'ai repris des études, je suis allée faire des études à Sciences Po, et j'ai passé le diplôme de pluralité religieuse, sociologie, et donc j'ai pu mieux connaître les religions, toutes sortes de religions. Je me suis plus spécialisée dans la religion d'islam. Et puis, une fois ça fait, je me suis dit, mais tu as fait tout un parcours, donc de 1981 à 2024. Donc vous êtes partie quand même de très très loin, éducatrice pour enfants, et puis finalement vous avez atteint des endroits qui sont quand même pas forcément accessibles à tous, c'est pas évident en termes de dialogue social, etc. Complètement. Et donc je me suis dit, j'ai fait un petit peu un recul en arrière, et je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait tout ça, et qui c'étaient ces gens-là? Je les connais, il y en a pour lesquels je les rencontre encore, je les suis toujours, enfin je les suis pas en termes PJJ, mais je les suis humainement, je les aime, j'y suis attachée pour certains. Et donc j'ai entrepris le fameux diplôme universitaire supérieur de criminologie pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on était criminel. Alors, c'est un grand mot, pourquoi on devient criminel, il n'y a pas de recette de cuisine. Heureusement. Heureusement. Et voilà, donc je suis allée à la faculté de médecine pour entreprendre ces études-là. C'est comme ça que vous êtes venue, du coup, criminologue. Alors, on va s'arrêter plus longuement sur ce que vous avez évoqué, ces 13 années à la prise en charge des enfants et des familles de retour de zones irako-syriennes d'opérations terroristes. Votre mission, concrètement, elle consistait à accueillir ces familles radicalisées ou victimes du terrorisme et à les réintégrer dans la société française ou pas? Oui, alors ces familles étaient sous main de justice, donc on avait une ordonnance du juge
Et avec ça, j'avais les enfants en atelier, avec la possibilité, et merci à la PJJ pour ça, la confiance de faire tout ce qui me paraît, c'est avoir du sens. Donc j'ai repris le début de ces enfants en me disant, bon, ils ont été carencés. Ils ont été carencés de quoi? Ils ont été carencés de culture. Bon, tout ce qui était éducation nationale, c'était pris en charge ou pas par d'autres personnes. Donc moi, c'était mon royaume, c'était la culture. Donc on va faire de la culture. On va faire de la culture avec des tout petits. Donc la culture, c'est quoi? C'est un grand mot. Donc on va passer par tout ce qui est interdit dans cette religion qui est détournée. Donc qu'est-ce qui est détourné dans cette religion? Les représentations, la musique, se montrer, se prendre en photo, aller au musée. Donc j'ai fait tout ça. Alors, des photos pas trop, parce que ça les gênait vraiment. La représentation par des marionnettes, où on a mis plusieurs mois, par exemple, à mettre des yeux sur la marionnette, parce qu'il fallait que les marionnettes n'aient pas d'yeux, n'aient pas de bouche. Donc, alors j'expliquais à la fois qu'on pouvait faire des marionnettes, et en même temps qu'on pouvait être un bon petit garçon ou une bonne petite fille, sans désobéir à papa ou à maman. Parce qu'il y avait toujours oui, mais avec papa et avec maman, j'ai pas le droit, je pouvais pas le faire ça. Oui, mais tu peux le faire, tu as le droit de le faire, sans pour cela désobéir à papa et à maman. C'est ce qui a été le plus long et le plus intéressant à faire. Parce que vous avez finalement déséduqué ces enfants qui avaient depuis le plus jeune âge entendu une parole de la part de leurs parents, et puis vous arriviez un peu inconnu et vous devez dire, bon, en fait, tout ce que vous avez appris, c'était un peu... C'était une petite erreur. Voilà. Et maintenant, on va essayer je vais vous montrer ce que c'est que la liberté de voir des choses, de connaître. Donc, je suis allée dans les musées avec eux. Donc, alors c'était très particulier parce que je disais aux enfants, tu vois, cette statue, il faut pas parce qu'il y avait encore les images à la télévision, des statues qui étaient cassées, etc. C'était à la fois par Daesh. Donc, on voyait les mêmes images le soir. Donc, je leur disais, tu vois, ces statues, il faut pas les casser parce que quand tu viendras papa ou quand tu viendras maman, tu viendras avec tes enfants voir cette statue, puis tu te rappelleras quand tu étais petit, tu étais venu la voir. Donc, il y avait des fois des visiteurs de musées qui se disaient, mais pourquoi celle-là leur demande de pas casser les statues? Et vous devez adopter un langage, j'imagine, qui est lié à leur histoire et à leur traumatisme. Exactement, exactement, sans pour cela juger. Sans dire oui mais papa avait tort, maman avait tort, non pas du tout, papa c'est papa, maman c'est maman, mais toi c'est toi. Donc on a créé des petits spectacles quand même, des spectacles de musique. Alors au départ c'était non je veux pas, mais c'était un enfant qui a connu ces guerres-là. Un instrument de musique c'est vraiment le diable, c'est vraiment on n'y touche pas. Je me rappelle avoir été rencontrer un pianiste. Il ne voulait absolument pas s'approcher du piano, il ne voulait pas toucher une note. Enfin, pour tous les instruments, c'était pareil. Donc, on a fini quand même par faire des choses. Alors, vous avez travaillé effectivement autour de cette réparation. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec les victimes du 7 octobre, notamment les otages qui sont revenus, pour certains, parfois de 15 mois de captivité dans les tunnels de Gaza. Comment ressort-on, notamment quand on est un enfant? Alors les enfants ont été, pour certains, libérés au bout de quelques mois, mais malgré tout, c'est des traumatismes persistants. Comment vous, qui avez l'habitude de travailler avec ces petits êtres qui ont parfois été victimes de traumatismes très importants, comment on ressort de tout ça? Comment on arrive à ce parcours de résilience que tentent de mettre évidemment des services en Israël, mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Les enfants sont très abîmés. Les enfants qui sont nés sur zone, qui sont revenus après avoir vu, ils ont vu les mêmes choses, je pense. Ils ont vu les mêmes supplices, les mêmes horreurs. On parle aussi des enfants de Gaza, évidemment, qui ont été victimes de cette complètement. guerre. Un enfant n'est pas fait pour voir ça. Et il est, du coup, j'allais dire presque, il est mal planté. C'est comme une plante qui va pas grandir droite, qui va grandir avec des bosses, et ces bosses-là, elles vont malheureusement rester très longtemps. Quand on passe par le dessin, par exemple, on ne voit que du rouge et du noir.
quand on passe par... il y a eu par exemple des études qui ont été faites d'enfants qui ont connu ces guerres-là, et je pense aux vôtres aussi. Ce sont des enfants qui ne peuvent pas s'endormir dans le calme. Certains ne réagissent plus au bruit des bombes. Par contre, ils peuvent réagir à un bruit de musique douce. Voilà, donc c'est tout ça qu'il va falloir établir et puis aussi effacer toutes ces horreurs qu'ils ont vues. Est-ce qu'on peut vraiment effacer ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les miens, il faut apprendre à vivre avec. Il faut faire du vivre avec, complètement. Les miens assistaient, par exemple, aux exécutions dans le grand stade de Raqqa. Et quand je les ai connus, un adulte, pour eux, qui leur parlait, était un adulte qui allait se faire massacrer. Donc, ils avaient tout de suite le réflexe de faire quelques pas en arrière. J'ai compris après que ce n'était pas pour se faire éclabousser par le sang qu'ils allaient recevoir suite à cette exécution. Oui. Voilà. Donc ça montre la violence aussi. On montre la violence et ils n'ont pas les mots pour le dire. Donc c'est à nous à comprendre et à aller tout doucement pour à la fois en parler, ne pas leur dire écoute c'est passé, tu t'en souviendras pas, tu n'as rien vu, parce que des fois ce sont des bébés. Ils ont ressenti, ils ont entendu. Bien sûr. Est-ce que le fait d'être une femme, ça aide évidemment dans ce poste clé, parce que évidemment il y a cette référence à la mère, à la douceur. Est-ce que finalement vous, par rapport à des collègues hommes, vous n'aviez pas un avantage par rapport à votre mission ? Oui, tout à fait. Alors, je suis beaucoup plus maternante, évidemment, plus à l'écoute. Donc, c'est celle qui recueille beaucoup les petits secrets. Ce sont des enfants qui, quelques années après être de retour en France, entendaient des voix, par exemple. D'accord. On avait des réminiscences de voix, d'ordre, de langue qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient pas apprises. Et ils le disaient dans la langue dans laquelle ils entendaient les ordres, par exemple. Donc, voilà. Donc, les garçons vont plus vite, je pense. Enfin, je veux pas être anti-garçon, non, pas du tout, mais ils ont moins de temps là-dessus. Alors, c'est pas une question de s'apitoyer, mais c'est une écoute attentive qu'on est plus à même d'avoir. Donc vous avez fait finalement de votre féminité une force, et ça c'est toujours agréable. Voilà. Je crois savoir que vous avez un dernier rêve, Anne-Marie Ortiz, celui de devenir assesseure auprès du tribunal pour enfants. Encore un challenge de plus, parce que la carrière n'était pas assez longue. Voilà, racontez-nous. La boucle n'était pas finie. Donc j'ai postulé auprès du tribunal pour enfants pour être assesseur. Alors assesseur, c'est passer vraiment de l'autre côté de la barrière. C'est être là pour les jugements. Moi qui ai toujours été avec les jeunes, les accompagner, ça va bien se passer, tu vas dire ça, tu as compris ce que tu voulais dire, etc. Là, je suis plus là, non plus pour représenter la protection judiciaire à la jeunesse, mais pour être avec le juge. Oui. Voilà. Donc mais aussi vous mettez à profit votre expérience passée. Voilà, c'est ce que je compte faire, sans bien sûr dénigrer toute peine ou sans influencer le juge de quoi que ce soit. Mais voilà, essayer de retrouver ces jeunes et de les retrouver de l'autre côté de la barrière. Merci beaucoup Anne-Marie Ortiz pour ce parcours inspirant effectivement que vous nous avez exposé sur les antennes de Radio JM, et bravo, et j'espère que vous arriverez à réaliser ce rêve, mais j'en doute pas. Merci beaucoup, et si vous me permettez, bien sûr, juste une minute, je voudrais rendre hommage à Ruth Fréchel, qui était une grande amie, une grande figure pour moi. Voilà, je lui fais un petit coucou. C'est entendu. Merci beaucoup Anne-Marie Ortiz d'être venue avec nous ce matin pour nous raconter ce parcours très inspirant. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.